Salut à toutes et à tous. Alors, je refais une vidéo encore sur l'affaire Epstein. Je voulais nuancer un peu mon propos de la dernière fois. Parce que c'est vrai, j'admets que j'ai été un peu pessimiste, un peu noir dans mes constats. Et je voudrais donc, voilà, nuancer ça. Alors, je, tout ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo était exact, hein, de mon point de vue, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense toujours que euh, c'est pas l'affaire Epstein qui va déclencher une révolution ou une insurrection. Faut pas se leurrer là-dessus. Effectivement, je pense que la seule chose qui peut déclencher une telle réaction de la part de la population, ça sera un événement qui viendra toucher à l'intégrité physique des gens dans leur quotidien concrètement, donc quelque chose qui dans les faits, voilà, quand ils seront confrontés à la soif, à la faim, au froid, il n'y a que là que les gens vont vraiment se soulever, d'après moi. Donc, pour tout dire, même les gilets jaunes, c'était pas assez. Les gens n'avaient pas été encore assez enfoncés pour se révolter finalement. Donc il va falloir quelque chose de plus lourd que ça. Néanmoins, là où l'affaire Epstein peut jouer, c'est, je vais vous faire une sorte de métaphore. Imaginez une pièce qui s'emplit de gaz petit à petit. Au bout d'un moment, elle est tellement emplie de gaz, l'atmosphère est irrespirable, il manque plus qu'une allumette pour tout faire exploser. Des événements comme l'affaire Epstein, c'est des arrivées de gaz en fait. À chaque fois qu'il y a une affaire grave comme ça, que ce soit des histoires de réseaux pédocriminels, que ce soit des problèmes géopolitiques, économiques, sociaux, etc. À chaque fois qu'il y a une histoire comme ça qui sort, c'est comme s'il y avait une arrivée de gaz supplémentaire dans la salle. Et ça contribue à rendre l'atmosphère de plus en plus pesante. Et au bout d'un moment, il ne manquera plus que cette étincelle. Donc, c'est-à-dire cette crise grave qui fera tout exploser. Et le jour où ça explosera, des choses comme l'affaire Epstein, ça pèsera énormément dans la balance. Quand sera venu le temps pour la caste de rendre des comptes, des affaires comme l'affaire Epstein viendront renforcer le jugement populaire, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Donc je pense quand même que ça peut avoir un impact. L'autre chose sur laquelle je voulais appuyer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de regain de conscience de la part des très jeunes, donc ceux qui sont tout juste majeurs, entre 18 et 22 ans, je dirais. J'ai l'impression que ces jeunes-là sont plus éveillés que, par exemple, ma génération, donc moi j'ai 26 ans. J'ai l'impression que les jeunes, en gros, qui sont nés entre 2004, on va dire, et 2010, quoi. J'ai l'impression que ces jeunes-là, ils ont une sorte de... Alors pas tous, hein, je suis pas en train de dire qu'ils sont tous éveillés, loin s'en faut, il y en a qui sont complètement abrutis, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, ils ont une sorte de conscience de certaines problématiques, de lucidité, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ils ont une forme de lucidité que ma génération n'avait pas forcément. Alors si on devait faire la chronologie, hein, on avait d'abord les baby boomers, ceux qui sont nés dans les années 50, 60, qui eux étaient complètement avachis, vraiment à fond dans la société de consommation, métro, boulot, dodo, la télé, croire ce que dit, comment il s'appelle déjà, le journaliste là, Pernod, là, je sais plus c'est quoi son prénom, mais voilà, de croire ce qu'il dit sur TF1, machin, ça c'était vraiment les baby boomers, voilà, vraiment abreuvés par la télévision. Après, il y a eu la génération de nos parents, donc je dirais ceux qui sont nés dans les années, allez, de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, qui eux déjà ont commencé à en chier, ont commencé à goûter à la crise, ont commencé à goûter à tout ça, et donc qui quelque part commençaient déjà pour certains à s'éveiller, on va dire. Et après, il y a eu toute une période, les jeunes qui sont nés dans les années 90, début 2000 notamment, qui eux, en fait, en ont chié encore plus quelque part, et en chient encore plus, du coup. Mais il y avait une espèce de politique de l'autruche. Je sais pas comment dire, mais dire, on a conscience des problèmes, mais il y a une forme de nihilisme. Euh, de toute façon, on peut rien y changer, c'est comme ça. De toute façon, le monde est pourri, machin. Et donc une fuite vers des paradis artificiels. Donc par exemple, il y en a qui se réfugiaient dans les jeux vidéo, il y en a qui se réfugiaient dans la musique, il y en a qui se réfugiaient malheureusement dans les drogues ou dans l'alcool ou des choses comme ça. Et donc plutôt que de chercher à avoir une pugnacité, à lutter contre le système ou ce genre de choses, il y avait vraiment cette espèce de déni, de fuite, donc accompagné d'une conscience, hein, par ailleurs, c'est-à-dire avec une conscience des problématiques, que ce soit économiques, sociales, géopolitiques, écologiques, enfin peu importe, une conscience, mais une sorte de sentiment défaitiste que de toute façon c'est trop compliqué, on peut rien y faire, c'est pas à notre portée, machin. Et donc voilà, une sorte de lassitude, et qui se reflétait d'ailleurs à l'âge adulte par
je vais faire mon truc dans mon coin, je me coupe du monde un peu. Enfin, je me mets dans ma bulle, je fais, je fais mon petit truc, et puis je veux pas entendre parler de ce qui se passe. Mais avec une conscience en même temps, c'est ça qu'il faut bien comprendre, il y a un paradoxe. On a conscience des problèmes, mais on pense qu'on peut rien y faire, alors plutôt que d'essayer de changer le monde, on va essayer de se faire une vie à part. Donc, comme je l'ai dit, de manière plus ou moins saine, puisque alors il y en a qui ont peut-être aussi, il y a peut-être des personnes qui l'ont fait d'une manière saine, c'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple les gens qui partent voyager en van ou des choses comme ça, ou les gens qui se mettent à fond dans le sport, ça c'est bien. Mais il y a aussi des gens du coup qui fuyaient d'une manière beaucoup moins saine, comme je l'ai dit juste avant, à travers des substances addictives ou des choses comme ça. Voilà. Ça, j'ai l'impression que ça a beaucoup marqué ma génération. Et j'ai l'impression que les jeunes qui viennent là, ils sont dans un autre état d'esprit, que eux, ils ont la niaque. J'ai l'impression que eux, ils ont la niaque, ils ont envie de se battre. Pas tous, hein, encore une fois, il y en a certains qui sont abrutis, comme dans toutes les générations. Mais j'ai l'impression que chez ces jeunes-là, il y a une forme de conscience, de lucidité et de volonté de se battre. Alors, je constate. Alors pourquoi il faut aussi revenir sur le pourquoi. Je pense déjà que c'est une génération dont on a pourri la jeunesse à cause du Covid, déjà pour commencer. Donc déjà, c'est une génération qui a connu les attentats, tout ça, du Bataclan, de Charlie Hebdo, Nice, la promenade des Anglais, tout ça quand ils étaient petits. Mais en plus de ça, à l'adolescence, on leur a collé le Covid avec les confinements, les passes sanitaires et compagnie. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu avoir une adolescence normale comme les générations d'avant. Ils n'ont pas pu sortir avec leurs potes sans se poser de questions, faire la fête, même les relations amoureuses ont été affectées parce que on pouvait pas se prendre la main, on pouvait pas on pouvait pas s'embrasser parce qu'il y avait un virus, machin. Donc, en fait, c'est des jeunes qu'on a traumatisés avec cette histoire de virus. On les forçait à porter le masque dans la cour de récré, tout ça. En fait, on leur a pourri leur jeunesse. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore rancuniers par rapport à ça. Entre autres paramètres qu'il faut voir, c'est que c'est une jeunesse qui, en grande partie, alors on peut le déplorer ou pas, mais c'est un fait qui est comme ça. C'est une jeunesse qui est de plus en plus composée de jeunes issus de l'immigration. Donc soit de jeunes qui sont pas nés ici et qui sont arrivés ici, soit de jeunes qui sont nés ici mais qui sont enfants, fils et filles d'immigrés. Et donc forcément, ils n'ont pas le même rapport que les Européens, les Occidentaux de souche, on va dire, par rapport à notre société. Ils ont une autre vision et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas forcément nos verrous mentaux, ils n'ont pas forcément nos biais. Par exemple, si on prend la question du sionisme, d'Israël, de la question israélo-palestinienne, etc., et de la critique de certains lobbies, on va dire, ethno-communautaires liés à cette question-là, c'était une critique qui était très difficile à faire jusqu'à une date pas si lointaine, parce que, d'ailleurs c'est toujours compliqué de la faire en soi cette critique, mais c'était encore pire par le passé. Pourquoi ? Parce que il y a ce passé collectif occidental de la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, etc. Et donc, forcément, dès que vous commencez à critiquer le sionisme ou à critiquer quelque chose qui est en lien avec la communauté juive de manière générale, vous êtes tout de suite suspect d'antisémitisme, de volonté de perpétrer un génocide. Et donc, personne n'a envie d'être assimilé à ça. Personne n'a envie d'être assimilé au nazisme ou à Hitler, etc. Donc, il y avait une sorte de bouclier argumentaire, de bouclier moral, le fameux point Godwin, qui fait qu'on ne pouvait pas questionner ces sujets-là parce que tout de suite, on était assimilé au mal absolu, en fait. Et le truc, c'est que ces populations-là qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, eux, ils n'ont pas grandi avec ces tabous. Et donc, du coup, ils s'en foutent, ça les affecte pas, eux, ils arrivent, c'est pas leur histoire. Donc, du coup, ils peuvent se permettre une critique beaucoup plus libre de ces questions-là, en y ajoutant aussi le fait que c'est de plus en plus vieux, ces histoires de Seconde Guerre mondiale, et donc que les jeunes se sentent de moins en moins concernés, y compris les jeunes occidentaux d'ailleurs. C'est pas qu'une question d'immigration, même si ça joue beaucoup de mon point de vue. Il y a aussi l'effet de la culture. Par exemple, l'effet du rap. Alors le rap, on peut le déplorer, il y a certains effets qui sont néfastes, etc. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que certains rappeurs balancent, certains rappeurs dénoncent sur un certain nombre de sujets. On peut ne pas aimer la forme, mais il y a des rappeurs, notamment encore une fois sur la question
de la Palestine, y a pas mal de rappeurs qui font le boulot, on va dire. Là, en tête, je pense par exemple à Freeze Corleone, mais il y en a d'autres sûrement. Des rappeurs qui osent attaquer frontalement ces questions-là, sans tabou, sans filtre, sans rien. Ce qui fait que ça rend, encore une fois, mainstream une certaine forme de dissidence et une certaine forme même de complotisme, entre gros guillemets. Et en plus, on est à l'ère de TikTok. C'est des générations qui sont vachement sur TikTok ou sur Instagram avec les réels, etc. Donc, on a des petits morceaux de vidéos qui circulent avec des musiques, des choses comme ça, et puis des informations sur l'actualité, sur tout ça, et qui sont diffusées en masse, en masse, en masse. Et ça, mine de rien, ça, c'est une bombe en termes de propagande. C'est pas pour rien que les gouvernements actuellement veulent censurer les réseaux sociaux, notamment pour les mineurs, justement. Parce qu'ils ont bien conscience qu'il y a une certaine forme d'éveil de la conscience qui se propage comme une traînée de poudre parmi la jeunesse. Et donc, alors, j'ai peut-être une sorte de biais algorithmique par rapport à ça, mais donc c'est peut-être mon algorithme qui est biaisé, hein, il ne faut pas forcément s'y fier à 100%, mais j'ai l'impression que moi, dans mon feed Instagram, j'ai vu de plus en plus de contenus ces derniers temps qui balançaient par exemple sur l'affaire Epstein, alors des petits contenus courts et pas forcément ultra pointus, ultra précis, mais de la propagande, quoi, littéralement de la propagande anti-Epstein, anti-réseau pédophile, anti-réseau pédophile d'élite notamment, enfin voilà. Et c'est souvent des visuels qui sont produits par des jeunes de cette génération-là. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et donc, j'ai quand même l'impression que ces jeunes-là, on va pas leur faire, en fait. Et qu'ils seront sans doute plus difficiles à mener en bateau, en tout cas pour une partie d'entre eux, encore une fois, que les générations précédentes. Alors attention, parce que par contre, il y a un risque de récupération. Parce que ça rejoint ma vidéo que j'avais faite sur la dichotomie gauche-droite, etc. Comme on était trop dans une bien-pensance de gauche par le passé, il y a le risque que cette jeunesse, par réaction, devienne ultra droitière, en fait. Et d'ailleurs, on l'a constaté dans le vote de ces jeunes qui apparemment votent de plus en plus à droite. Donc, et qui ont des positions de plus en plus conservatrices. Alors attention, ça peut se justifier sur certains points, il y a certaines choses sur lesquelles c'est bien, quelque part. Enfin, c'est un retour à certaines valeurs, un certain sens des traditions, de ses racines, de son identité, tout ça c'est plutôt de bonnes choses. Mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas récupéré par le système qui, encore une fois, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo sur la gauche et la droite. Le système comment je pourrais dire ça, qui n'est ni de droite ni de gauche, qui est juste cynique et qui exploite en fait les deux à son avantage. Et donc là, moi j'ai peur que s'il y a un regain de la droite, ça soit pour créer une société moins empathique, une société où on va supprimer toutes les aides sociales, où on va être sans pitié pour les parasites. Donc par parasite, on entend toutes les personnes qui sont au chômage ou au RSA ou ce genre de choses. Une société où les gens vont peut-être plus facilement accepter d'aller faire la guerre, par exemple en Ukraine, justement, parce que si le patriotisme revient à la mode, du coup ça va bien servir les campagnes de mobilisation de l'armée, ce genre de choses. Une société où on pourrait revenir à une forme d'obscurantisme, de fermeture d'esprit, notamment au nom de principes religieux compris de manière étriquée, ce genre de choses. Ça pourrait apporter un certain nombre de réflexes réactionnaires comme ça qui ne sont pas forcément positifs et qui pourraient finalement aller dans le sens du système plutôt que contre lui. Et ça, je trouverais ça plutôt préjudiciable. Donc si j'avais un message à adresser à cette jeunesse qui semble énergique et qui semble être en éveil, en tout cas pour une partie d'entre elles, ce serait de faire attention à ce piège-là et de ne pas tomber dans la droitardise, quoi. Enfin, droitardise qui découle de droitardé, quoi. Ne soyez pas des droitardés. Ne soyez pas des gauchistes stupides non plus, mais ne soyez pas des droitardés. Parce que ni l'un ni l'autre, en fait, enfin les deux font le jeu du système. Donc il faut essayer d'échapper à ces catégories et ne pas être un lapin de 6 semaines. Voilà, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-ci. Ensuite, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette question des espoirs
qu'on peut avoir malgré tout, malgré pour compenser, pour contrebalancer ma vidéo pessimiste entre guillemets de la dernière fois. Mais je voudrais terminer cette vidéo par un petit point sur le traitement médiatique de l'affaire Epstein. On voit qu'on essaie de mettre ça sur le dos des Russes. Hein. On a Emmanuel Macron qui a dit qu'il y avait une campagne de manipulation ourdie par le réseau Storm, je sais plus quoi, qui serait un réseau lié au FSB, au renseignement russe, etc., que ce serait pour déstabiliser les démocraties occidentales, voilà. Et puis on a plus ou moins glissé petit à petit l'idée que Epstein était peut-être un agent russe, qui travaillait peut-être pour les Russes, et puis que c'était une histoire d'ingérence russe et tout ça. Enfin, on essaie de refourguer tout ça sur le dos des Russes. D'ailleurs, remarquez qu'ils l'appellent tous Epstein, et pas Epstein. Ils veulent à tout prix nous faire croire que c'est un russe, ne serait-ce que par le vocabulaire. Vous savez, de toute façon, ils ont tous leurs éléments de langage comme ça. Bah, là, c'est Epstein. Quand c'était sur ce qui se passe à Gaza, ils disaient tous le ramasse, genre ramasse ton papier par terre, quoi. Enfin, ce qui est complètement con, ça se dit pas ramasse, ça se dit Hamas, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs trop compliqués. Ou quand il disait la Covid, pour dire le Covid aussi. Du jour au lendemain, il a fallu lui dire la Covid. On n'a pas, ils ont été assez évasifs dans leurs explications, mais du jour au lendemain, il fallait dire la Covid et plus le Covid. Donc, enfin bref. Et donc là, du coup, c'est Epstein. Voilà, ils disent Epstein pour, ça fait écho à quoi? Epstein, ça fait écho à Poutine, ça fait écho à Dugin, ça fait écho à Lénine, à Staline, voilà, vous voyez. Donc ça nous renvoie à l'imaginaire que Epstein, donc, ce serait un Russe. Voilà, ça serait un méchant russe, le méchant russe des films américains des années 80, le méchant russe, quoi. Enfin voilà. Alors qu'en réalité, ça se prononce plutôt Epstein. Donc Epstein plutôt comme Einstein. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec les Russes. Et d'ailleurs, il semblerait que monsieur Epstein soit plutôt lié à... S'il doit être lié à un service de renseignement, il s'agirait plutôt du Mossad et des services israéliens. Et de la CIA, aussi des services américains. Ça, il semblerait que cet homme, en fait, ait fait partie d'un système de compromat au service du Mossad. Il y a beaucoup plus d'éléments qui vont dans cette direction. Et donc c'est quoi du compromat? C'est quand on filme des gens puissants à leur insu en train d'avoir des comportements illégaux, en l'occurrence des abus sur mineurs, pour ensuite faire du chantage et en tirer des choses, quoi. Pouvoir faire voter telle loi. Enfin, vous avez compris l'idée, en fait. Et donc, ça pointerait beaucoup plus dans cette direction que dans la direction du complot russe. Maintenant qu'il y ait peut-être eu des Russes impliqués par-ci par-là, qu'il y ait peut-être eu des liens périphériques avec des services russes, ça se peut, j'en sais rien, c'est possible, mais c'est pas ce qui ressort le plus, en tout cas. Et par ailleurs, peut-être qu'il existe des systèmes similaires en Russie, j'en sais rien, mais là, en tout cas, en ce qui concerne l'affaire Epstein plus précisément, c'est pas de ça dont il s'agit globalement. Voilà, donc on essaye de noyer le poisson, on essaye de nous faire regarder ailleurs, alors que les éléments sont évidents, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que je pense pas que je referai une vidéo sur l'affaire Epstein dans l'immédiat. On va pas non plus parler que de ça éternellement. Il y a pas mal d'autres sujets desquels j'aimerais bien parler. Et puis, j'ai pas forcément tout le temps de faire des vidéos. Donc si à chaque fois c'est pour parler de la même chose, on va pas avancer. Mais en tout cas, je voulais voilà, faire cette petite mise au point, cette petite clarification. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à déposer un j'aime, à partager cette vidéo, à vous abonner et puis à commenter. Voilà, à donner votre avis dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à toutes et à tous.